Bonjour et bienvenue sur le podcast Guinétopia ou la révolution des compétents. Je m'appelle Diana Taborda Gomez, je vis en Guinée-Bissau depuis 2021 et dans ce podcast, je veux imaginer avec vous la Guinée-Bissau de demain pour que tous ensemble, on puisse faire du dicton Guinée facile compo une réalité. Embarquez avec moi dans ce voyage de transformation de notre chère Guinée-Bissau. Bienvenue chez vous. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Je suis ravie de vous retrouver. Alors aujourd'hui, gros morceau qui est la santé. Et on va essayer de découper ça petit pour que ça soit plus digeste et voir comment on peut améliorer la santé de nos concitoyens. L'unique question qui compte vraiment, c'est au final, que voulons-nous en tant qu'État ? Avec ça, je sous-entends, voulons-nous voir notre population en bonne santé pour qu'elle contribue à l'économie ou bien qu'elle contribue à l'économie grâce à ces maladies. Je ne sais pas si vous comprenez la profondeur et l'importance de cette question. Si vous avez écouté l'épisode 1 du podcast sur mes valeurs, vous devinez facilement que pour moi, la santé, tout comme la justice et l'éducation, mais on en reparlera plus tard, ne doit pas faire partie du système de création de richesse ou de création de valeur, si tant est que l'on reste dans les paramètres de mesure occidentale. Mais il faut un courage et des moyens colossaux pour mettre en place un système de santé équitable pour tous, tant pour les professionnels de santé que pour les patients, et qui soigne vraiment les gens. Les solutions évidentes, c'est qu'il faut plus d'hôpitaux, plus de centres de santé et surtout plus de techniciens de santé, en plus d'un système global de soins qui soit indolore pour la bourse de nos concitoyens. À ce propos, je dédie cet épisode à Madame Sabado Kekna Kabi, mère de 7 enfants, qui est décédée samedi dernier 17 mai 2025 à cause de l'avarie d'une machine d'hémodialyse. Je rentre un peu dans les détails glauques, mais en gros, la machine lui a pompé beaucoup de sang pour le traiter et est tombée en panne à plusieurs reprises sans personne de qualifié pour pouvoir la réparer. Que son âme est celle des milliers de personnes qui sont mortes à cause du manque de sang, manque d'oxygène ou tout autre, et surtout mortes du manque de vision de nos dirigeants, repose en paix. Que la force soit donnée à des dirigeants compétents pour que ce genre de mort bête n'arrive plus dans ce pays. Comme je dis souvent, il n'y a pas besoin de sortir de Saint-Cyr pour savoir que le matériel est important, tout autant que la formation des médecins, tout autant que la formation des techniciens, genre mécaniciens réparateurs. C'est pour ça que je m'énerve très souvent quand j'entends les autorités se gargariser quand la Turquie, la Chine, le Maroc, l'Union européenne ou toute autre entité politique vient offrir 1 ou 2 machines dans un hôpital. C'est exactement la même dynamique que l'aide alimentaire ou l'aide au développement. Tant que l'on restera des mendiants, donc ceux qui n'exigent rien et acceptent tout, il n'y a aucune raison pour que les donateurs changent et ils nous maintiendront dans la servitude. Il faut investir, il faut le faire, c'est tout. Ça prend du temps, mais c'est nécessaire. Et tout ça, c'est pour régler des problèmes quand ils sont déjà là. Et il y a des solutions pour pallier à ce temps long d'ailleurs. Ça fera l'objet de la première partie de cet épisode. L'innovation dans le changement de mentalité, ou je dirais plutôt l'innovation dans le retour aux sources, c'est que j'aimerais qu'on se donne les moyens de rester en santé jusqu'à ce que l'on ne puisse plus et donc que l'on fasse appel au système de soins. En mettant cette vision en place, vous verrez que le système de soins sera beaucoup moins sollicité à long terme. Pour commencer ma première partie, celle des solutions pour soigner les malades d'aujourd'hui, ma deuxième dédicace va au journaliste Rémi Nsabimana qui crée du contenu de super qualité chez AJ+, pour comprendre l'Afrique dans tous ses aspects. Je vous mettrai d'ailleurs les liens des 2 playlists, l'une qui s'appelle Rémi analyse l'Afrique et l'autre qui s'appelle Dans l'œil de Rémi. Au lieu de regarder Netflix ce soir pendant 4 heures, prenez-en 2 pour visionner à la suite toutes ces vidéos qui sont simples, claires et limpides de bon sens. J'exagère juste un petit peu, mais Guinétopia et les dirigeants africains qui se respectent n'ont plus grand-chose à inventer intellectuellement, si ce n'est de mettre en place les recommandations de ces vidéos. Donc un énorme merci à M. Nsabimana et à toute son équipe. Quand je vois des adolescents se battre dans la rue avec le lot d'attroupement, je lance toujours cette phrase. Tapez-vous dessus si ça vous chante, mais rappelez-vous qu'il n'y a pas d'hôpitaux de qualité dans ce pays et que vos parents n'auront pas les moyens de payer pour vos dents ou pour votre jambe cassée. Vous resterez à boiter toute votre vie. Dans le feu de l'action, ça met toujours un certain temps à monter, mais dans la foule, ça fait tilt assez vite et il y a toujours quelqu'un qui arrive à les séparer. Un ami m'a dit un jour que le meilleur hôpital de Guinée-Bissau, c'est la TAP. J'étais choquée et j'ai ri en même temps parce que c'est la réalité. En mai 2021, quelqu'un avait publié sur Facebook des documents sur le budget annuel de l'hôpital soi-disant de référence Simon Mendes.
J'espère jusqu'à aujourd'hui que ces documents soient faux ou partiels, parce que c'est une telle honte que j'ai dû refaire les calculs 4 fois. Et à chaque fois que je retombe sur ces documents, je refais le calcul. Médicaments, 30 millions. Indemnité pour les techniciens, 33 millions. Alimentation, 60 millions, jusqu'à privatisation du service. Travaux de réhabilitation, 100 millions. Total, 123 millions de francs CFA. Combien ça fait en euros? 340 000 euros. Je veux que ce chiffre tombe bien, 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 bien profond dans vos oreilles. 340 000 euros. Pour essayer de comparer l'incomparable, j'ai cherché le budget de l'hôpital de campagne en France où mon fils est né. Je vous avoue que j'ai pas voulu perdre trop de temps là-dessus, donc j'ai pris le premier document qui s'affichait. C'est un rapport de la Cour des comptes qui dit qu'en 2008, donc 13 ans avant le budget dont je vous parle pour Simon Mendes, en 2008, les dépenses d'exploitation de l'hôpital s'élevaient à 46 millions d'euros. Je répète, je ne cherche pas à comparer l'incomparable, mais honnêtement, certains devraient avoir honte d'appeler Simon Mendes l'hôpital de référence, vous ne trouvez pas? Avant d'entrer dans les solutions purement dans le domaine, la solution fil rouge sur lequel repose tout le projet Guinétopia, c'est la transparence. J'en ai pas vraiment parlé dans les épisodes précédents, mais il y a 2 bases à mettre en place avant toute chose, ce sont les audits et les outils de transparence. Les audits pour le passé et le présent, pour voir où ça va pas, et la transparence pour le futur, et faire en sorte que tout le monde voit là où ça ne va toujours pas. C'est vraiment la base. Donc la première chose que je ferai après les audits et les publications des rapports, c'est d'organiser et mettre à l'épreuve les ethnopraticiens avec un plateau technique bien équipé et adapté. Mettre en lumière nos plantes et remèdes naturels, trier le bon grain de livret et avoir de vraies officines de tradipraticiens. Je dirais agréés entre grosses parenthèses, même si j'aime pas ce terme. Ce que je veux éviter, c'est de ne pas les enfermer dans des carcans comme en Occident où tout ce qui n'est pas estampillé ministère de la Santé est dénigré. Résultant de ça, j'imagine par exemple un livret de naturopathie pour les nuls pour que les familles puissent se soigner en première intention avec les plantes. Si vous avez écouté l'épisode 2 sur l'alimentation, vous me voyez venir avec l'utilisation de YouTube et les réseaux sociaux. Transformer en vidéo attractive les recettes du livret validé par l'association des tradipraticiens. Il y a aussi la nécessité d'un cycle de formation pour les nouveaux praticiens. Bref, comme d'hab, vous demanderez les détails au futur ministre de la Santé. D'ailleurs, celui que j'ai en tête est au Portugal en ce moment. Il ne parle pas français, mais je lui enverrai la version YouTube pour qu'il l'écoute avec les sous-titres. C'est une superbe transition pour effectivement vous annoncer que j'ai publié les épisodes précédents sur YouTube, donc les anglophones et les lusophones qui me suivent vont pouvoir en profiter avec les sous-titres automatiques. J'ai mis le lien quelque part, donc n'hésitez pas à partager avec tout le monde maintenant. D'ailleurs, je lance encore l'appel, je cherche toujours un volontaire pour m'aider à animer et habiller ce podcast en vidéo. Ensuite, dans la médecine conventionnelle et dans tous les autres domaines où on a besoin de formation, la première chose à laquelle je pense, c'est d'éviter à tout prix la fuite des cerveaux. Je vous raconte une idée un peu extrême en mode Caravane la sorcière. Plus personne ne sort de ce pays et si par malheur vous sortez, ne vous mettez pas à l'aise pour faire des enfants, sinon vous rembourserez votre bourse. Je m'explique. Tant que nous ne sommes pas un pays attractif, je ne peux pas en vouloir aux jeunes qui partent et ne reviennent pas. Tout le monde cherche à vivre une vie meilleure. Revenir au pays dans les conditions actuelles, demande un niveau de patriotisme et un niveau de sacrifice que très peu de gens ont. Donc pour éviter ça, je ne veux plus de bourse pour aller étudier à l'étranger. Parce qu'en plus de voir des médecins formés rester dans le pays d'accueil, les institutions occidentales n'offrent pas de bourse par charité pour aider la petite Guinée-Bissau. Enlevez vos lunettes de bisounours. Le capitalisme dans le monde de la santé fait qu'aujourd'hui ces pays sont même demandeurs de main-d'œuvre moins chère que leurs propres citoyens. Donc Guinée-Bissau se retrouve en bout de chaîne médicale, si je puis dire, où les médecins portugais fuient aux États-Unis, au Canada ou en Suisse. Du coup, manque de médecins au Portugal. L'université de je sais pas où dans l'Algarve offre des bourses complètes à notre Joking de Kanchung. Et dès qu'il a fini ses études, il a un poste au fin fond de la lentejo là, que je ne qualifierais pas de bon. Mais comme Joking compte encore en francs CFA dans sa tête, pour lui c'est jackpot par rapport à ce qu'il gagnerait à Bissau. Et pour peu qu'une jolie Maria Lucia lui fasse les yeux doux, emballer ses pesées, Joking est au Portugal depuis 10 ans, a 2 enfants et il demande la nationalité portugaise. Donc à nous
de construire des CHU, à nous de construire des universités avec des plateaux techniques dignes de ce nom. Et soit on importe les professeurs, soit on investit à fond dans l'enseignement à distance. Il va falloir se résigner à payer pendant quelques années des professeurs cubains, russes, chinois, vietnamiens, burkinabés, vénézuéliens, maliens, tchadiens, vous voyez où je veux en venir. Et avant tout d'ailleurs, les fameux Joking et Jokina, bissau-guinéens de la diaspora. Il y en a très très peu qui refuserait une chaire ou un poste si c'était accompagné de bonnes conditions. C'est pour ça que sous Guinétopia, le jeune étudiant Joking aura aussi intérêt à garder les yeux dans les livres à Coimbra et non sous la jupe de Lucia, parce que l'Afrique et la Guinée-Bissau en particulier n'a plus aucune ressource à perdre dans son ascension, ni en ressources humaines, ni en temps, ni en argent. Que chacun prenne ses responsabilités. Je rajoute une étoile à Caraba la sorcière pour dire qu'évidemment, les évacuations sanitaires des membres du gouvernement et toute leur famille aux frais de la princesse vont s'arrêter très très vite. Je ne veux pas trop parler, je risque d'insulter les gens ici. Vous allez voir si avec ces économies-là, on ne trouvera pas de quoi financer cash tout ce qu'il nous faut pour rendre à Simon Mendes ses lettres de noblesse. Ok, là on a couvert la matière grise. Maintenant, je l'ai évoqué en termes de bâtiments, il n'y a pas grand-chose à dire à part investir et construire. Dans notre cas, pas besoin d'énormes infrastructures comme au Burkina par exemple. Si on arrive à retaper et mettre à niveau les centres de santé existants, faire renaître ceux qui sont fermés mais dans des zones critiques, construire une université avec une bonne faculté de médecine et un vrai hôpital de type 3 par région, et je rajouterai un CHU à la pointe pour le pays, même pour le double de la population actuelle, je pense que ça va. Et on a même de quoi voir venir pour le futur. Et c'est une vision très nationaliste que j'ai là. Si le panafricanisme et le néo-africanisme se développent comme on voudrait, il y aura sûrement pas besoin d'autant. On n'est quand même que 2 millions. Comme le pays sera devenu attractif, disons 3 millions. C'est pas la mer à boire non plus. Donc on a les locaux qu'il faut et les praticiens qu'il faut. Il manque le matériel. Et là, c'est un peu comme cette histoire de bourse pour étudiants. À court terme, on va avoir besoin d'importer la machinerie, mais à moyen et long terme, il va falloir que de nos universités flambant neuves, il en sorte des ingénieurs et des techniciens qualifiés pour nous produire nos propres machines. Et à un moment donné, il va falloir être fort contre la grande mafia de Big Pharma, son système de brevets ou de pseudo-lois mondiales qui invalident les découvertes de nos chercheurs africains et empêchent le partage de la connaissance. Je pense très concrètement à l'inventeur zimbabwéen Maxwell Chikumbutso, qui a disparu pendant longtemps, ou le médecin congolais Jérôme Mouniangui, qui avait été empoisonné pour ses tests concluants contre le paludisme avec les tisanes d'Artemisia. Je vous mets le lien du documentaire Malaria Business qui en parle très très bien en description. Que tu déposes un brevet pour une machine à coller les ongles, c'est une chose, mais tout ce qui sert à sauver des vies, mon ami, il va falloir partager. Allez, je m'arrête ici pour la partie résolution des problèmes du présent, parce qu'on a encore des choses à dire sur la partie 2, c'est-à-dire la prévention. Que mettre en place pour rester en santé et éviter de se retrouver à l'hôpital? Beaucoup d'entre vous connaissent cette anecdote concernant la médecine chinoise ancienne qui mettait le médecin au rang de guide familial. La famille allait consulter, le médecin mettait en place des protocoles complets, donc sur tous les aspects de la vie, qu'il fallait suivre pour rester en bonne santé. Si durant l'année, la famille restait en bonne santé, elle payait le médecin pour ses bons services. Par contre, si malgré les conseils, un membre tombait malade, alors la famille ne payait pas le médecin et c'était à lui de trouver la solution. Levez la main si un membre de votre famille diabétique a été conseillé de réduire le sucre, mais continue à manger du riz blanc tous les jours. Alors oui, il y a le facteur économique qui rentre en compte, mais le fait de ne pas mettre sa santé en top priorité et l'ignorance des propriétés diététiques des aliments fait que les changements ne sont pas mis en place. Je pense que vous connaissez l'adage qui dit que quand on a la santé, on peut avoir 1000 rêves. Mais quand on n'a pas la santé, il y a un seul rêve que l'on veut, c'est retrouver la santé. J'ai découvert grâce à un reportage super bien fait de Matt Résume que la part de la nutrition dans l'enseignement de la médecine était super négligeable, de l'ordre de 1 à 5%. Quand de l'autre côté, on nous rabâche que ta nourriture soit ton médicament ta nourriture, on comprend qu'il y a clairement quelque chose qui cloche dans la façon dont on aborde la santé, tant de la part des médecins que dans la sphère personnelle. Tous mes respects aux médecins nutritionnistes parce qu'ils ont donné une plus grande attention à ces 5% de contenu et en comprenant leur importance, ils en ont fait leur cheval de bataille. Bravo à vous. Alors concrètement, en Guinétopia, ça donnerait quoi? Dans l'épisode sur l'alimentation, on est arrivé à mettre des potagers dans les jardins et les agriculteurs à produire plus et mieux de ce que l'on consomme localement.
C'est déjà une première base. On a aussi propagé la bonne parole avec des conseils pour faire varier les assiettes, plus de couleurs, moins de cuisson longue qui tue les vitamines. Bref, avec le temps, ces conseils s'installeront dans les habitudes. Ensuite, l'État va devoir s'armer de courage pour interdire un bon nombre de cochonneries. L'Africain va devoir arrêter de se contenter d'être la poubelle du monde. Et comme nous n'avons pas encore les moyens de mettre en place nos propres études d'impact, on n'a qu'à juste lire ce que les autres ont déjà fait. La règle, c'est que si 3 pays dans le monde ont interdit telle ou telle molécule, on l'interdit aussi en Guinée-Bissau. Et je ne parle pas des nouvelles découvertes étudiées sur 10 rats, hein. Si on ne prend que la liste des additifs les plus largement étudiés et incontestablement dangereux, je vous assure que dans les tabernas, il ne restera que les sardines. Et encore, on va sûrement trouver que celles qu'on nous vend ici sont produites avec des taux de sel trop élevés et de l'huile de soja OGM. Et c'est pour ça que j'ai dit plus tôt qu'il va falloir s'armer de courage. Parce que ces milliers de revendeurs dans les tabernes, les grossistes et les importateurs qui constituent la chaîne de valeur de ces produits-là, vous comprenez bien qu'ils ont des familles à nourrir aussi. Et ils sont passablement puissants dans le pays. Il va falloir être fort collectivement et développer très vite des substituts et taxer comme il faut ces importations. Parce que sinon, on protège qui? Les consommateurs qui ne tomberont plus malades ou les commerçants qui font vivre l'économie avec des poisons? C'est une vraie question. Évidemment, je ne peux pas me permettre de choisir un camp brutalement. Par contre, j'accompagnerai les commerçants à trouver d'autres choses à vendre ou d'autres choses à faire. Mais il est hors de question que l'on continue à donner à nos enfants des jus artificiels avec 0 vitamine dedans, des gâteaux fourrés aux additifs qui les rendent fous et du sucre qui n'est ni bon pour leurs dents ni pour leur développement. Les yaourts qui restent des jours sous le soleil à faire de bande et qui ne bougent pas, c'est quel type de sorcellerie qu'on fait ingurgiter à nos enfants? Sachant que pour le même prix, on peut aider, et ça je l'ai découvert il y a quelques jours, on peut aider la marque Délices de Nangai et d'autres d'ailleurs j'imagine à se développer en produisant des chakris et des yaourts locaux dans un packaging et une hygiène professionnelle. Alors oui, pour l'instant, c'est fabriqué avec du lait en poudre et je pense que je ferai un mini-épisode sur le lait, mais quand on aura développé la filière du lait local, elle pourra basculer sur du lait frais. Bref, chez les adultes, c'est pas mieux, hein. Les bouillons cubes, là, est-ce que j'ai vraiment besoin d'en parler? La mayonnaise, la margarine qui ne fond pas, l'huile d'olive qui n'a d'olive que 10%, qui est vert fluo, on ne comprend pas pourquoi, tout ça interdit. Les mèches synthétiques, les défrisants, les colorants qui donnent des cancers, interdit. Les crèmes pour la peau, éclaircissantes ou pas d'ailleurs, qui ont une composition prouvée comme dangereuse, interdite. Les plastiques que l'on chauffe ou que l'on met en contact avec des aliments brûlants qui libèrent des toxines, interdits. Je pense notamment à 2 exemples. Les sacs plastiques que l'on met directement dans la casserole au-dessus du riz pour bafarous. J'ai d'ailleurs jamais compris à quoi ça servait ça. Si vous savez, dites-le moi en commentaire. L'autre exemple, c'est les seaux de 10 ou 15 litres où l'on verse le moni brûlant pour aller le vendre toute la journée. Et mon fils qui adore le moni, ça me crève le cœur de devoir lui en acheter, sachant que le contenant dans lequel il est gardé n'est absolument pas adapté et perturbe déjà sûrement ses hormones dans son organisme en croissance. Après, on s'étonne d'avoir de plus en plus de whoopie en Afrique, mais c'est pas la peine de les tuer, de les violer ou de les mettre sous traitement d'eau bénite, hein. Une des raisons, elle est scientifique et je suis même pas sûre que ce soit réversible en plus. La question des LGBT fera l'objet d'un épisode dans la saison 2, bien évidemment. Revenons à nos moutons. Des exemples, il y en a plein, j'attends votre liste en commentaire. Ok, imaginons qu'avec les forces de l'univers et de nos ancêtres méritants, on arrive à bannir tout ça. On aura passé une première levée de bouclier sur la liberté des gens à faire ce qu'ils veulent. Et sur ce point, je suis désolée ou pas, je remets ma casquette de Caraba la sorcière, mais trop de liberté tue, amène le chaos, l'indiscipline et le manque de responsabilité. Notre rôle en tant que gouvernant, c'est d'être la bonne mère de famille. Je veux que les membres de ma famille soient en bonne santé, heureux et épanouis. Et je me dois de leur donner les moyens de vivre leur vie, mais aussi de les protéger de certains dangers. C'est vraiment la manière la plus simple d'expliquer pourquoi on fait ça et pourquoi on prend le pouvoir. Et pour cet objectif, laisser l'accès à tout ce que ce monde méchant et mauvais a à offrir n'est absolument pas une réponse. Donc c'est hors de ma vue. Ou alors, si les gens tiennent tant à la liberté et à l'accès à ces cochonneries, ils vont devoir assumer les conséquences qui viennent avec. En tant qu'État, nous encouragerons les comportements vertueux et pénaliserons les comportements, je dirais, disruptifs. C'est rebelle, mais dans le plus mauvais sens. Dans la sphère médicale, tous les 6 mois, une visite de courtoisie chez le médecin avec un système de déclaration où la personne, a priori en bonne santé, déclare à quel niveau et à quelle fréquence elle consomme tel ou tel produit interdit
avis ou des conseillers. Jamais un peu, beaucoup, passionnément, vous avez compris l'idée. Et ça, pourquoi faire? Demain, quand cette même personne sera malade, mon ami, il va falloir assumer si les examens médicaux révèlent une maladie liée à ton mode de vie, ma sœur, tu vas payer avec ton argent. On va te soigner, hein, là n'est absolument pas la question. Mais tu ne bénéficieras pas des avantages de la santé abordables et ça va te coûter d'une façon ou d'une autre. Parce que quand on vous rabâche à la télé que les jus juniors n'apportent rien à vos enfants et que les défrisages, ça donne le cancer, mais monsieur, madame continue à aller chercher ces produits-là. Il va falloir passer à la caisse. Et c'est à ce moment-là que d'autres vont venir me dire, oui, mais si tu interdis toutes ces choses, il faut donner aux gens des alternatives. Je suis tout à fait d'accord avec vous, les amis. C'est bien pour ça que je les ai déjà cités, mais qu'il faut développer les industries locales. C'est d'une extrême importance. Sous forme de société coopérative, c'est encore mieux, mais on en parlera dans un épisode sur l'économie. Pourquoi? Parce que si la santé passe en premier lieu par notre alimentation, alors créer des sociétés qui fabriquent nos gâteaux et nos boissons à partir de différents éléments frais et locaux, ça nous garantit des goûters pour nos enfants avec des ingrédients sains et vitalisants, comme le dirait le professeur camerounais Nzobe. Des centrales de cuisine pour nos écoliers et nos malades pour les 3 repas de la journée, les jus de cajou, foli, maracuja, mandipli, onjo et autres, joliment embouteillés, ça existe déjà. Le kanya, le kunchuro et les bouillies nourrissantes locales pour les enfants, ça existe déjà. Il faut soutenir à fond ces entrepreneurs pour qu'ils puissent garantir la quantité qu'il faut pour le marché. D'ailleurs, au sujet des bouillies, évidemment, Nestlé disparaît de nos étals, mais surtout, je souhaite que toutes les femmes qui déclarent leur grossesse soient fournies en bouillies nutritives, tant pour elles pendant la grossesse, mais aussi pendant la première année de la vie de l'enfant. Il existe déjà des formules vendues par les ONG avec nos plantes médicinales et nutritives. En développant cette production et en fournissant les mamans, elles seront moins faibles elles-mêmes et le bébé par extension, ce qui réduit, entre guillemets, facilement des risques de complications et de mortalité maternelle et infantile. La liberté du peuple à s'empoisonner sera circonscrite à ceux qui ont les moyens de se payer les aliments bien taxés, bien chers là, ou de voyager et d'aller s'intoxiquer à l'étranger. Dans la santé, il y a aussi l'aspect d'exercice physique. Je pense que le changement de mentalité peut se faire de plein de façons différentes. Premièrement, avec tout ce que l'on a à construire de nos mains là, il y a clairement moyen que la population ne soit plus si oisive et inactive pour très longtemps. Ensuite, en instaurant de vrais cours d'exercice physique à l'école où les élèves comprennent vraiment son importance dans la santé du corps et de l'esprit, on atteint un autre niveau de conscience. Et on rajoute à ça ce dont j'ai parlé un petit peu dans l'épisode précédent sur l'urbanisme et les espaces verts, dans tous les quartiers, des potagers collectifs, sachant que l'Africain vit déjà à l'extérieur de la maison. Fort heureusement, l'Africain en général n'est pas encore au niveau de sédentarisation de l'Occident. Les retours au village pour les citadins, c'est d'ailleurs principalement pour aider dans les champs ou l'entretien des terres familiales, donc il faut en profiter. Et en dernier lieu, dans les bureaux, inciter à la mise en place de routines d'exercice quotidien, je pense qu'avec déjà tout ça, on aura réglé pas mal de problèmes de santé. Il paraît qu'au Burkina Faso, de notre cher futur mari Ibrahim Traoré, une personne prise à faire un feu d'ordure sera sévèrement punie. Pas par une grosse amende, non. Il ne l'enferme pas non plus en prison. Figurez-vous que la personne fera des travaux d'intérêt généraux et dans ce cas présent, ça consiste à faire creuser les caniveaux dont a besoin le pays. Si c'est pas savoureux et utile ça. Je dévie juste un petit peu pour une autre anecdote venue du Faso. Celle-ci, elle est avérée. Les prisonniers sont envoyés au champ pour cultiver les terres. Je suis totalement fan de ce système. Et c'est très guinétopien en plus. On veut avancer dans notre développement, mais on n'a pas l'argent. Prenons des bénévoles qui soient volontaires ou pas. On peut faire les caliméros jusqu'à demain sur le capitalisme, sur l'impérialisme, sur le racisme, les mafias ou les lobbies, mais regardons-nous un petit peu en face. Nous avons perdu nos valeurs, notre discipline. À nous d'inverser la tendance et de prendre nos responsabilités. Je lâche une dernière petite bombe avant de m'arrêter. Les plus perspicaces l'auront peut-être deviné dès le début de l'épisode quand j'ai dit que le domaine de la santé ne devrait pas faire partie de ce qu'on en appelle l'économie et la production de valeur. Ça veut dire que pour moi, les médecins méritent un salaire élevé, certes, mais ils n'auront pas le droit d'exercer dans des cliniques privées pour devenir millionnaires. Les pharmaciens, c'est pareil. Ils vont revenir à la noblesse de leur métier, qui est de conseiller et de soigner les gens, pas de faire du profit. On a dit révolution des compétents ou pas? Allez, ciao. Merci de m'avoir écouté. Partagez à fond pour qu'on soit de plus en plus nombreux à imaginer la Guinée-Bissau idéale et prospère. Je vous embrasse. À la prochaine. Ciao, ciao.